Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bonjour. Cela se passe aux États-Unis, mais fait l'actualité en Haïti. Les élections américaines, on est le 3 novembre, et là, le peuple américain doit choisir un nouveau président, soit donner un autre mandat à Donald Trump, ou élire Joe Biden. Ça fait l'actualité en Haïti parce que, on va dire, on a l'impression que les résultats de ce scrutin aujourd'hui aux États-Unis peuvent être déterminants sur la politique haïtienne. C'est déterminant pour Haïti, ça fait l'actualité en Haïti, parce que les États-Unis prennent position officiellement en Haïti en faveur d'élections législatives au moins en janvier 2021. Donc Haïti s'intéresse à ce qui se passe aux États-Unis et Métropole vous accompagne en ce jour d'élections américaines et ceci peut-être pour toute la journée. Qui sait, ce matin on commence avec Pierre-Antoine Louis pour un regard sur la situation aux États-Unis, mais pour un peu d'histoire aussi par rapport aux élections américaines. Pierre-Antoine Louis, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir dans ce contexte particulier, jour électoral aux États-Unis. Et là, on va essayer de comprendre le processus avec vous, mais faire un peu d'histoire. J'ai envie de commencer avec le factuel, c'est-à-dire on est déjà à quelques heures depuis le lancement de la journée électorale, depuis 6 heures. Comment est-ce que cela se passe pour les premières heures, si je peux commencer ainsi? Bon, dans les médias, il n'y a pas de rapport de problème, de difficultés majeures. Sans doute, et comme pour toute élection aux États-Unis, il va y avoir et il doit devoir y avoir des difficultés techniques au niveau peut-être des appareils électroniques, et au niveau de la connexion Internet et tout ça. Donc, c'est le genre de choses que l'on peut espérer. Et on s'attend aussi à ce que dans plusieurs communautés, il y ait des tentatives de heurts entre des partisans zélés de M. Trump qui ont constitué des caravanes tentant d'intimider les supporters de Joe Biden. On s'attend également à ce qu'il y ait ce genre de choses dans la mesure où aux États-Unis, en passant, et la loi sur les élections n'est pas une loi fédérale. Les élections sont complètement décentralisées et déconcentrées, de sorte que les lois sur les interférences possibles aux capacités des électeurs de voter tendent à changer. Mais en général, ceux qui mènent campagne ou les militants des deux camps, enfin des camps opposés, doivent se maintenir à entre 100 et 150 pieds des centres de vote. Donc la police, c'est sûr que la police aura fort à faire, surtout dans les États comme la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin et d'autres États où le vote est très, très, très contesté. Et M. Trump, surtout en Pennsylvanie, où M. Trump a demandé à ses militants, à ses supporters, de veiller à ce que le vote soit régulier. Donc on s'attend à ce qu'il y ait des problèmes, mais pour le moment, on n'a pas, à ma connaissance, enregistré des problèmes significatifs de ce genre. Mais je suis à l'antenne et je n'ai pas accès aux médias, donc même mon téléphone, j'ai mis de côté. Donc pour le moment, on doit dire que ça semble aller. Maintenant, là où je suis en Floride, et les bureaux de vote sont ouverts depuis 7 h du matin et seront ouverts jusqu'à 19 h. Dans la Pennsylvanie, par exemple, les bureaux de vote ouvrent à 8 h du matin et seront fermés le soir à 20 h. Donc chaque État gère à sa façon cette journée électorale. Pardon? Chaque État gère à sa façon cette journée électorale. Exactement. Les lois ne sont pas uniformes. Par exemple, il existe des États où, si quelqu'un avait voté avant le 3, par anticipation avant aujourd'hui, et cette personne meurt, il y a des États où son vote sera annulé. Il y a d'autres États où, si la personne meurt, ça n'a aucun effet, son vote sera maintenu. Donc, c'est quand même assez
curieux dans un pays, mais les États-Unis ne sont pas un État unitaire, c'est plutôt un État fédéral, avec des élections qui ne sont pas contrôlées par le centre à Washington, mais plutôt par chaque État individuellement. Pierre-Antoine Louis, vous allez nous accorder quelques secondes. Vous savez, on est dans un contexte où il y a deux points qui font l'actualité en Haïti. C'est les élections américaines, oui, mais aussi l'assassinat d'Evelyne Sincère. Et là, il y a un mouvement sur Delma à Port-au-Prince pour réclamer justice pour Evelyne Sincère. Et c'est avec Jean-Jules Desauguste qu'on va voir tout ça. Desauguste, bonjour. Bonjour, Luc Pierre-Garot. Bonjour à tous et à toutes. Évidemment, nous trouvons dans la zone Delma 30, côté que un pile propriétaire de véhicules campé machine à travers route là, donc autoroute de Delma, pour protester dans pour dire contre l'assassinat d'Evelyne Sincère, mais notamment l'assassinat de tout l'autre monde qui est tombé en babal, assassiné dans le pays d'Haïti. Donc c'est un mouvement volontaire, pacifique, citoyen, dans notre dit, côté que les citoyens eux-mêmes propriétaires de véhicules, sans exigence, sans que personne n'a demandé, qui fait ça, pas forcé au fait ça, ils fait lit, avec des gestes symboliques, tant un jeune médecin qui va des yeux, enseigne de protestation, mais de manière symbolique, pour dire que lui-même tout, il est capable à la place de n'importe l'autre monde que c'est kidnappé, que violé et puis tué après. Nous rencontrons également un jeune professeur qui dit que lui-même tout, comme jeune garçon, il a tombé, et pour l'autre monde tomber. C'est pour ça lui-même il prend l'initiative pour lui mettre machines à travers la route là, pour lui protester et pour demander l'État faire quelque chose face à cette situation d'insécurité globale et pour que petite nation a tombé et au paraît méga vieux. Maintenant, Desauguste, qui est ta circulation? Est-ce que l'activité ça a complètement paralysé ces circulations au niveau d'Elma? Absolument. Non, quand on est ça fait là, nous prenons depuis zone viaduc là, arrivé d'Elma 30, bon, ce GPOC, et c'est quelques motocyclistes qui sont passer, profiler à travers les petits couloirs qui étaient entre machines. Mais tant qu'on nous dit, il n'y a pas fait déjà ça, personne pour camper. C'est les gens qui campent, tant pour nous, des fois, il y a qui fait 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 2 minutes, 4 minutes après déplacer, et occuper de l'activité. Donc, son mouvement n'est pas fait. Il y a une exigence pour nous capable d'accueillir l'activité, sauf que il y a 2 camions, de provisions qui glissent à travers la route là, il y a une grosse contribution qui glisse, qui fait qu'il y a un véhicule qui va passer, mais motocyclette qui va passer facilement jusqu'à ce GPOC, quand on utilise une zone viaduc là à ce GPOC, c'est une zone pacifique. Mais il annonce son message clair, il dit que je suis à ces Delma avec l'autre monde qui sont dans quelques zones qui viennent faire protestation ça, ils promettent qu'ils marcher un peu partout à travers la région métropolitaine de Port-au-Prince pour poser même action ça et ils invité tout l'autre membre de la population qui est sensibilisé par action ça à poser même geste. Par contre, nous dit tout, la police est sur place et aucune réaction brutale pas faite parce que nous jusqu'à présent ont été pacifiques dans le mouvement de protestation ça qu'a fait aujourd'hui. Merci Jean-Jules Desauguste. Merci Luc Pierre-Garot. On était au niveau de Delma 30 pour cette initiative citoyenne pour réclamer justice pour tous ceux qui ont été assassinés. Pierre-Antoine Louis n'a fait une dérogation bien rapide parce que justement c'est actualité et on insécurité qui a soulevé de plus en plus de colère et là qui mettait en doute capacité ou volonté autorité boycite pour répondre à l'obligation. Mon cher, ma vie en Haïti très prochainement. On n'est pas qu'à faire ma vie en Haïti. D'ailleurs, toujours Haïti dans le moins. Ce sont des circonstances qui font là. En tant que père de famille, petit garçon saute fêté 18e anniversaire le premier. Et jour matin, mène monsieur à le voter. Et petite fille qui a 15 ans, c'est avec dégoût et moi, tristesse, une douleur atroce que m'apprend bagage ça pour la première fois, le 11 ans mis transféré tout le président pour moi. Mon cher, moi je crois que le citoyen qui a fait action ça, est très bien intentionné. Le temps pour Haïtiens comprendre que seule façon que Haïti a jamais tourné un pays où il fait bon vivre,
Seule façon que Haïti a un pays normal, côté que je ne suis pas obligé de faire entretien ça par Zoom, que Machita dans le studio métropole là qui qui a à peu près 1 kilomètre de côté Moureté dans Delma 75. Seule façon pour nous faire ça, c'est pour nous faire un faisceau. Un faisceau pour nous combattre l'obscurantisme qui a sévi actuellement en Haïti. Haïti faillit, Haïti vit une zone anarchique, Haïti a vécu une dystopie, tout élite responsable. Moi, je regrette entièrement tout le rôle que moi-même personnellement j'ai joué en tant que conseiller de 2 présidents. Pour Haïti, venir saluer la journée. Il faut qu'il y ait un problème, un bagage que je n'ai pas fait. On bagaille que un peu de nous qui dans l'élite pays qui a une capacité soi-disant pour nous lire, capacité pour nous voyager, on a commenté des événements à travers le monde, mais que nous pas capables de peuple là le minimum de sécurité, le minimum d'opportunités. Toute élite Haïti faillit l'heure pour nous rebattre 4 là pour nous recommencer à zéro. Et ça qu'a fait là, peuple là pas de tromper le cible, c'est tout le monde qui a une capacité, depuis le 1er janvier 1804, qui a une responsabilité, qui n'a pas fait ça pour te faire, qui fait que presque 2 ans, 17 ans plus tard, le 1er janvier 2021, Jodia n'a parlé, n'a vécu la même situation. Ça. Donc c'est avec un peu de que je m'entendais, ça m'entendait là, et même content que les citoyens finalement apprennent contrôle bagarre là, c'est que marcher sur tout bandit, sur tout gang qui est dans le pays, quel que soit côté, quel que soit rat qui sous eux. Ou fait expérience, ou soit fait référence à expérience en tant que conseiller de président, notamment Michel Martelly et Jovenel Moïse, ou t'es dans cuisine, et l'homme on a regardé de loin, il dit mais pour qui sa autorité ou pas fait rien, c'est ça question rien. Parce que t'es dans cuisine, non, est-ce que vraiment et volonté à c'est pas là, ou bien et dans des situations dépassées chef boy ici. Mon cher, je vais dire où. Et comme tout le monde connaît, moi, je suis un monde qui est indépendant, je suis un technicien. Je ne suis inféodé à personne sauf Haïti. Technicien que Miabral Dou, sincèrement, sans embâche, ça me dit. Et Michel Joseph Martelly et Jovenel Moïse, c'est monde qui va jouer. Contrairement à ça, un peu le monde pensait. Michel Joseph Martelly, malgré posture qu'il a adoptée en tant qu'artiste, pour le faire polémique, pour le faire comme lui, parce qu'il est très intelligent. Pour le faire comme lui, pour le vivre bien, pour le monter à avion, pour le prendre sur une famille. Michel Martelly, c'est un monde qui va amener des autres. Michel Martelly, dans la pratique, Michel était président, pas un bandit illégal. Je vais la parler, c'est pas vrai. Moi, je rappelle que le président Michel Martelly était estomaqué, les tué et directeur général et BNC, non l'échappé Mgounia. Guito Toussaint. Guito Toussaint. Moi, je rappelle que la police était venue arrêter, d'après l'ordre que vous devez recevoir, député et Delma Tabar. Arnel Bélizer. Arnel Bélizer. Après ça, le président Martelly dit, monsieur, nous sommes gros avocats, nous sommes ceci, nous sommes cela, nous forts. Pour que ça ne nous pas dire que ça n'est pas possible. Que ça attaque à mener côté le mener là, je veux dire. Donc, au fait, Michel Martelly était une volonté. Le président Michel Joseph Martelly. On connaît ça. Le président Jovenel Moïse, ma bonne anecdote. Et ça, pour nous comprendre, c'est que les gens qui ont l'occasion pour dans la cuisine pour voir, il y a une obligation de temps en temps pour nous écrire, pour nous parler, pour nous dire vérité. Nous sommes un jour matin, le président de fait une réunion avec ses principaux conseillers chaque lundi matin. Capable. Parfois, quand il y a des événements qui ne sont pas capables. Le président vini, le président est extrêmement remonté. Le président Chita, le président dit, monsieur, il n'est pas normal que Haïti verse 42, presque 43 millions de dollars en film chinoise pour une question de rénovation aéroport, un cop d'ailleurs, 289 millions de dollars à parler à qui trop.
Parce que comme ça, nous avons fait plusieurs aéroports. Pour aujourd'hui, à mon président, ok, il y a plus qu'une année de mon président, je cherche côté comme ça et je ne peux pas comme là. Le président dit, je lui demande de traiter le dossier à pour lui, je ne suis pas qu'à faire bagarre là, on fait parce que moi-même, pendant moi-même, mon président, ça ne va pas passer. Donc, et le problème qui arrive, c'est que l'administration publique là, lourde, souvent, il y a des compétences, mais il fait partie de la culture administrative, de la culture professionnelle d'Haïti. Moun gen l'autre qui passe pas respecté, parfois il pas qu'à affirmer et parfois il y a des difficultés pour faire moun qui fait travail. Il fait travail là, parfois moun nan peur tout que gen moun qui va dire bon c'est politique là fait, c'est pouvoir voyer donc il y a tout un panoplie de situations qui fait que Haïti continue à rester janvier. Donc à mon sens, après l'expérience ça me fait disons 7 ans autour de 2 présidents. Je crois que Haïti a besoin de correction. Haïti a besoin de correction dans sa pratique de la démocratie. Qui c'est un processus, ce n'est pas une destination. Et l'élection Donald Trump, l'élection qu'a faite là actuellement, côté président Trump, avec ses 2e mandat, montre-nous que la route qui consolide la démocratie, qui établit, qui maintient la démocratie, sont routes qui très, très, très épineuses. Sont extrêmement difficiles. Moi, je crois que il y a des gens qui parlent prêter des velléités de dictature, nous sommes démocrates dans l'âme. Cependant, moi, je crois que dans aucune société, côté État légitime, pas d'autorité, société a venu anarchie. Je dis à Haïti, son anarchie, côté pas aucun président, s'il pas mettre canson sous taille, pour utiliser les moyens de l'État, pour mettre l'autre dans le pays, même contre entourage, soi-disant et en droit, les gens qui ne pas fait travail, les gens qui sont incompétents, ce n'est pas sous ça qu'on a fait émission, mais si nous avons dit expérience moins fait, non série de bagages qui arrivent, quand on a essayé d'interpeller l'institution en tant que conseiller du président, cabinet président a essayé d'interpeller l'institution pour travailler à la fête, il y a des gens qui sont puissants. Il y a des gens qui mettent des bois d'herbe qui ne pas fait ça pour faire. Et puis, ils continuent à faire même l'obéi, et puis Haïti a descendu côté le bras. Donc, ça, Haïti a besoin. Donc, je vais l'assumer, ça m'a dit, il y a des gens qui ne sont pas contents, mais je vais l'assumer. Haïti a besoin d'un leader de la trempe de Lee Kuan Yew au Singapour, de la trempe de Paul Kagame, de la trempe de Raúl Castro, et en passant, tout le monde sait pas ni de droite et nécessairement il y a la de droite, il y a la de gauche. Et pour montrer que la nécessité que un pays gagne loi là-dedans, droit là-dedans, que l'État fait respecter l'autorité, que l'État garantit l'autorité, parce que non pays, si l'État n'a pas protégé les vies et les biens, la société a vu une anarchie. Donc actuellement, Haïti est dans une situation d'anarchie et de dystopie. Donc on dit que l'État supposé gagner un monopole légitime de la violence, c'est ça nous dit et nous répétons. Mais là, l'État a fait preuve d'autorité dans ça la vivre là. Absolument. L'État a utilisé à bon escient toute capacité qu'il gagne pour l'utiliser ses prérogatives pour établir autorité sous territoire. Donc, moi, je dit que Haïti a besoin d'un leader de la trempe de Paul Kagame au Rwanda qui mettait l'ordre après le génocide du 7 avril 1994 au 31 juillet 1994. Lee Kuan Yew qui prend Singapour, qui était un État et qui était une ancienne colonie britannique. Et qui était dans l'État Haïti, je dis pratiquement insalubrité généralisée, un bord de mer tête chargée, qui était des caciques, des gangs pour Haïti. Et pour Fidel Castro, qui vainc dictature Fulgencio Batista. Donc Haïti a besoin d'un leader de la trempe de ces gens-là, qui pour mettre une correction pour établir ensuite une vraie démocratie en Haïti. Parce que c'est simplement inacceptable dans un pays qui a 217 ans depuis l'indépendance, soi-disant, que aujourd'hui, depuis pratiquement 1911, il est sous tutelle, que le monde qui est supposé diriger toute élite a failli, c'est simplement inacceptable. Constat alarmant, Pierre-Antoine Louis, et nous avons un pile pour nous dire, évidemment, et nous avons
faire des émissions sur Haïti, mais nous avons l'idée, c'était les élections américaines. On nous marque pause là et de retour, nous allons entrer justement dans l'aspect ça pour essayer de comprendre ce qui a passé aujourd'hui aux États-Unis. Est-ce que le nouveau, est-ce que il y a des bagailles qu'on fait déjà dans le sens que nous vivons là? On nous marque pause là et nous tourner après. Absolument, ce sera avec plaisir. Il est ancien diplomate américain, avocat Pierre-Antoine Louis qui est avec nous ce matin à la rubrique Le Point. On devait parler élection américaine, mais vous l'aurez compris, actualité oblige. On a fait un tour sur Haïti, notamment avec cette situation où Evelyne Sincère a été séquestrée et assassinée. Et là, il y a toute une série de mouvements pour réclamer justice pour Evelyne Sincère et toutes les autres victimes de l'insécurité en Haïti. Reste avec nous, on sera de retour très vite après la pause. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Merci de votre fidélité à la rubrique Le Point de ce matin. On parle élection américaine. Évidemment, on va dire que c'est l'actualité en Haïti alors que cela se passe aux États-Unis. Pierre-Antoine Louis, ancien diplomate américain, avocat, est avec nous pour nous aider à comprendre l'histoire électorale américaine. Là, on est en train d'assister à une situation qui nous est un petit peu familière ici en Haïti. Aux États-Unis, magasins barricadés, des gens qui renforcent la sécurité de la caillou parce qu'ils craignent des ordres après l'élection aujourd'hui. Des gens qui ont dit c'est inédit, n'a pas parlé des États-Unis quand même. Pierre-Antoine Louis, expérience, histoire, d'où qui ça? Est-ce que c'est le pareil que nous habitués à vivre dans l'élection américaine pour qu'il y ait qualité peur ça et suite à une journée électorale? Au fait, en période contemporaine, pendant moi on a parlé là, dans la vie pas moins, et ça a beaucoup existé. Ouais, c'est pour la première fois que le monde va vivre ça. Cependant, tout le monde doit connaître que la situation ça n'est pas inédite aux États-Unis. La période électorale aux États-Unis est toujours tendue parce que pendant la période contemporaine, au moins depuis 1968, avec l'élection qui était menée Richard Nixon sous pouvoir, et les républicains gagné une attitude de ça aux États-Unis, suppression des électeurs. C'est côté, au fait, ils ont fait ça grande 5 qu'on fait en Haïti. Les républicains ont utilisé tous les moyens qu'ils sont capables de joindre, surtout les moyens légaux, pour faire en sorte que les gens noirs, par exemple, qui ont tendance, depuis l'élection 68 en particulier, côté président et Lyndon B. Johnson, a fait passer une série de lois. La loi sur les droits civils en 64, la loi sur le droit de vote des Noirs en 1965, la loi sur l'égalité des chances pour obtenir le logement en 1965. Donc, le tout là, ça vient passer, vient une situation côté démocrate, vient remplacer les républicains comme parti qui, pour la pleine et jouissance des droits par monde noir. Et État du Sud vient pratiquement tout républicain. Et puis État du Nord vient démocrate. Donc on y a État et républicain a utilisé tout ça capable pour faire en sorte que tout le monde noir pas qu'à voter. Et dans Alabama par exemple, une élection qui fait en 1966, côté que mon shérif qui carrément interdit mon noir pour voter. Il est obligé à aller dans le tribunal, un tribunal qui prend une décision qui peut permettre mon noir de voter. Donc ce n'est pas inédit, son bagage qui a passé depuis longtemps. Mais moi je voulais pour nous retourner aux élections de 1876, côté des constitutions presque pareilles. Tu as gagné le républicain Rutherford B. Hayes, et puis le démocrate Samuel J. Tilden. Samuel Tilden était gouverneur de New York. Rutherford Hayes était gouverneur de Ohio. Donc, républicain, et t'as mené dans Floride, Caroline du Sud et Louisiane. Mais Samuel Tilden, gouverneur de New York là, il était devant par une voix dans le collège électoral là. Donc, on connaît que la guerre civile là,
était fini en 1865, ça a 21 ans. Donc, entre-temps, le Sud, sous pratiquement une surveillance fédérale, côté des troupes fédérales dans l'État du Sud, pour assurer qu'ils respectaient l'émancipation esclave. Et pour accorder autour tout droit que vous gagnez pour vivre quand vous n'êtes pas citoyen américain. Donc, ça passé, mon studio dit que il n'y a pas d'accord pour titre dans le gain. Et donc, il n'y a pas accepté le résultat ça. Donc, en 1877, il y a un compromis de fait. Et il a accepté que les républicains ont gagné, que les démocrates l'ont perdu, mais en retour, nouvelle dispensation républicaine n'a pas accepté que les troupes fédérales soient retirées dans le sud, mais que vous protégez les droits noirs. Qui s'est passé aussitôt que les troupes sont retirées, l'État du Sud a commencé par son paquet de lois qui les JIM, CRO, JIM, et puis CRO, C-R-O-W. Ce sont des lois qui pratiquement maintenent les noirs dans une situation de servitude encore, côté pas qu'à exercer les droits civils. Donc en 1876, les États-Unis manquaient de retourner dans une guerre civile à cause des élections et la question des Noirs. Donc la situation des Noirs aux États-Unis, c'est toujours un point d'achoppement qui fait que les républicains aujourd'hui, qui viennent dire le contraire de ça avant. Yeah. Par exemple, Charles Sumner en Haïti, qui était un sénateur dans le Massachusetts, qui a milité pour les droits des Noirs. Et Mounsayo, qu'on a aujourd'hui, ils ont changé. C'est les républicains qui ont supprimé la capacité noire pour voter, pour exercer les droits. Et puis c'est les démocrates qui ont protégé les droits des Noirs. Donc ça qui a passé là aujourd'hui, nous risquons de trouver nous dans une situation pareille, côté que pendant des jours, nous ne connaissons pas exactement, définitivement, au regard du nombre de monde, on a fait de 65 à 70 millions qui votaient par la poste à cause de la pandémie. Hein. Donc ça prend temps pour dépouiller le vote. Par exemple, en Floride, okay, au fur et à mesure que nous avons voté par la poste ou par anticipation avant jeudi, en Floride, loi permet que vous commencez à comptabiliser le vote. Parce que d'ailleurs, loi voté. Son scanner électronique auto scanner et bulletin vote là. Donc, lorsqu'on scanne, on comptabilise automatiquement pour qui est voté, si c'est République, si c'est Trump, si c'est Biden. Tandis que dans d'autres États, par exemple la Pennsylvanie, il n'y a pas qu'à commencer à compter vote qui était fait par la poste, par exemple, avant matin, le bureau de vote ouvert. Donc, ça va créer une situation où l'État qui n'est pas capable de gagner et que, à ce moment-là, c'est difficile pour nous déceler de façon claire et nette, sauf si et sondage by vérité, et puis nous voyons que Biden, effectivement, a une possibilité pour Trump de remonter la pente. Donc, si ça va fait, il va prendre des jours pour nous connaître. Alors, il faut nous connaître que pas jamais un État qui n'en joue vote là, effectivement, définitivement dit que c'est tel candidat qui gagne. Ça ne va jamais faire. C'est tout simplement les médias, parce qu'ils ont une plus sophistiquée, ils ont accès au dépouillement progressif pour voir que le candidat ça, Jean-Marc aller à la gain. Et puis, il y a tous des sondages de sortie des urnes, des bureaux de vote, qui ont une idée. Donc, ils ont commencé à faire des prognostications et ils ont souvent raison dans ce cas, la grande majorité des fois. Donc, qui crée une attente côté que nous pensons que dans le jour vote là, nous connaissons qu'est-ce qui est président. Mais en réalité, légalement, combien de jours après qui est-ce qui gagne? Légalement, combien de jours après journée électorale là, le résultat est supposé proclamer? Bon, enfin, autant de temps que ça prend. On voit qu'en 2000, c'est la Cour suprême qui finalement a décidé que c'est George Bush qui gagne en Floride pour suspendre compter. Mais la Constitution a établi que, et dans quelques semaines, le collège électoral va réunir dans chaque État pour décider à qui candidat il va passer voix, vote. Parce que le système en fait là, c'est que, sauf dans le Nebraska, au centre des États-Unis, et dans le Maine, le pays le plus au nord des États-Unis, à l'est, avec la frontière avec le Canada,
qui allouent vote électoraux en fonction proportionnellement. OK, ou bien un district électoral, il va voir. Tandis que dans toutes les 48 États et Washington DC, de pour gagner, on met gain par une voix, il va toute voix le vote électoral. Et collège électoral là respecter résultat vote populaire là. Donc, ce qui fait nous comprendre que aux États-Unis, nous devons comprendre, c'est pas le peuple là qui forcément par voie directe, par élection directe, qui élit le président. Le peuple a voté pour des grands électeurs. Grands électeurs, c'est les 435 représentants ou bien députés de la Chambre basse, plus les 100 sénateurs de la Chambre haute, okay, ça fait 535 électeurs, plus le 21e amendement de la Constitution des États-Unis, by Washington DC, qui pas un État, c'est le district fédéral, mais qui ont fait de 700 à 750 000 personnes la donne. Et droit pour gagner 3 électeurs à la présidentielle, et qui c'est PPT électeurs pour l'État qui a gagné. Donc, 21e amendement dit Washington DC, quelle que soit la population, il n'y a pas gagner plus d'électeurs qui gagnent moins de qu'un gouvernement qui gagne 3. Donc, nos situations pareilles, donc c'est 535 parlementaires, plus 3 voix que au bas Washington DC. Et la majorité absolue, bon, 270. Donc, sous 270, au président. Donc là, population sortie aujourd'hui, il a voté, gagné plusieurs millions qui ont voté par anticipation ou dit presque 100 millions qui votent par anticipation. Par anticipation, les cas difficiles par rapport à la configuration, question un vote par correspondance, pour que depuis à nous gagnons on l'idée. Maintenant, qui est le grand électeur va entrer en jeu? La Constitution dit que le grand électeur et quelques semaines plus tard, au mois de décembre, qu'elle réunit dans chaque État, c'est-à-dire, bon, le collège électoral n'est pas jamais réuni. OK? Il n'est pas jamais réuni. C'est un collège virtuel qui existait par la logique du fait que chaque État a constitué une assemblée électorale basée sur sa représentation au Congrès, et puis c'est le monde qui va le voter. Ça a été fait pour 2 raisons. C'est parce que les pères fondateurs des États-Unis ont crainte que les factions politiques manipulent le peuple là de telle sorte que le peuple là est capable de déterminer, le peuple là est on dit sage assez, il ne peut pas résister à la manipulation pour le peuple là capable de prendre une décision pâle. C'est ça que fait. Dans la Constitution originale des États-Unis, c'est l'homme blanc seulement qui était qu'à voter, les hommes blancs seulement qui étaient qu'à voter, et les hommes blancs qui ont propriété. Parce qu'ils estimaient que, selon la théorie, sous une propriété, ou une position dans la société, à côté pas de la société écrasée. Donc, les Noirs n'ont pas de qu'à voter, jusqu'après, l'autre amendement passé dans la Constitution. Et encore les femmes, jusqu'en 1920, qui bat les femmes les droits de vote aux États-Unis. Donc, son processus évolutif. Et donc, avec situation ça, le collège électoral a toujours été côté, dans 8 élections qui se passaient là, son seule fois que républicain a gagné la majorité des voix. Al Gore a gagné la majorité. Et Hillary Clinton a gagné la majorité. Mais on perd l'élection. Parce qu'aux États-Unis, c'est le collège électoral là qui décide qui est le président et non les électeurs de façon directe. Donc, c'est une élection indirecte du président aux États-Unis. Maintenant, réalité aujourd'hui à Pierre-Antoine Louis, et toute tension qui gagne autour de l'élection 2020 aux États-Unis, qui ça on t'a dit représenter? Est-ce que on t'a dit États-Unis font back dans le processus vers la démocratie? Est-ce que l'impact là est considérable sur ça pays ça construit déjà en termes de démocratie? Et en passant, le collège électoral là a rencontré le 14 décembre. C'est le 14 décembre qu'on a
juridiquement parlant, qui est-ce qui est président des États-Unis, quel que soit sa union dit. Okay. Le verdict des urnes dit, en termes de vote populaire. Pendant ce point, ça, est-ce que peu importe l'écart qui t'a gagné entre deux candidats en termes de vote populaire, est-ce que le collège électoral là a allé complètement dans l'autre sens là? Bon, en théorie, si c'est moi qui vais voter, je dois voter Jean-Blé. Mais la Constitution dit que vous devez voter, Jean-Peuple a voté. Okay. Donc, il est intéressant pour Andy et Biden d'Aguin, et puis il y a un républicain qui dit, bon, comment ça passe, bon, nous ne pas d'accord avec ça. Ouais, mais dans Hillary Clinton, il était gagné votre populaire là, c'est ça donné au bail. Bien sûr, ça t'a fait Trump un peu de plaisir pour décision à prendre comme ça. Mais c'est pas ça va faire. Probablement, moins prédit que M. Trump voulait, que le pas voulait. Et M. Trump, s'il perdit, l'a quitté le pouvoir, Biden a pris en fonction le 20 janvier 2021 que la stabilité institutionnelle des États-Unis a fait que tout le monde a respecté ça pour respecter. Maintenant, est-ce que les États-Unis font bac? Bon, au niveau de pouvoir et de puissance douce des États-Unis à travers le monde, ça veut dire le soft power, les États-Unis prennent un grand revers. Et par exemple, le secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, Mike Pompeo, fait un tweet relatif aux élections qui étaient faites pendant le week-end en Tanzanie. Côté l'a demandé, vous comprenez, pour le gouvernement respecter le verdict des urnes, respecter les droits mondiaux, et puis pour tout le monde, calmement respecter le verdict des urnes, et puis il y a des gens qui rient. Donc, le compte à rebours a commencé. La très difficile, sauf qu'un pays comme Haïti, côté, bon, les États-Unis, apparemment, il y a une influence qui est démesurée. Côté tout l'État haïtien, ils ont pensé au juge Jodia, un truc qui fait depuis semaine passée, le juge Jodia, même matin, même métropole parler de ça, critiquer même juste ça. Son deuxième tweet. Donc, à ce niveau, à un deuxième tweet. Oui, Michael Goza a retrouvé encore vendredi, justement. Effectivement, correct. Et comme je voulais, et me pas de respecter nous pour me dire que, non, c'est assez curieux que, malgré tout ça qui passe aux États-Unis aujourd'hui, que vous avez un pays qui chita et puis il y a banalisé des trucs qui fait par l'ambassade des États-Unis ou bien par des officiels à Washington. Maintenant, en Haïti, c'est possible, mais la plupart des pays dans le monde, ils ne vont pas prendre les États-Unis sérieusement. Donc, il y a un problème au niveau de l'influence des États-Unis et à travers le monde. Que donneur de leçons, ok, regardez ça qui a passé la Cali. Même, bien entendu, nous ne sommes pas surpris parce que nous connaissons depuis longtemps, c'est comme ça les États-Unis. Que une attitude pour faire en sorte que il n'y a pas appelé compter voix moun. Par exemple, hier, le Parti républicain, dans l'arrondissement d'Abdi, parce qu'il y a plusieurs communes dans l'arrondissement, dans le county, de Harris au Texas, qui en passe à ce deuxième État le plus peuplé, qui est peuplé, qui est 39 et 38 voix au collège électoral. Ils ont intenté un procès, puis ils ont demandé au juge pour lui annuler 127 000 voix de monde qui étaient votés par anticipation, qui étaient supposés voter par la poste, mais ils ont peur par rapport au fait que l'administration Trump n'a pas baillé le service postal là suffisamment de ressources pour le cas gérer et affluence monde qui votait par la poste en passant. Et ça fait plus que 63 millions de monde qui votaient par la poste. Et on a fait de 30 combien millions plutôt qui votaient en personne par anticipation. Donc il y a plus de monde qui votaient par la poste par anticipation. Donc ils ont tenté, ils ont dit moun sa yo qui étaient allés présenter ok, ils ont utilisé machine automobile ils allaient un côté que institution organe qui gère l'élection pour recevoir bulletin. Parce que nous avons peur pour parler la poste parce qu'ils pensaient que le bureau postal là pas délivré et colis. Il a demandé pour le juge là annuler voir ça. Donc, le président Trump dit hier, le juge là pas d'accord, qu'on y a parti républicain a fait appel.
au deuxième niveau fédéral, la Cour d'appel. Donc ça participe dans notre démarche de suppression de vote dont tu as parlé tout à l'heure. Exactement. Donc, le président Trump dit hier clairement, il y a des gens CNN, Anderson Cooper par exemple, qui était estomaqué, Van Jones était estomaqué. Le président Trump dit, dès demain, pendant que nous allons voter, nous-mêmes, nous prenons un avocat, nous allons contester ce qu'on a fait là. Donc, le président Trump avec les républicains ont une attitude qu'ils n'ont pas voulu en plus de monde voter. Parce que je suspecte que si on a influence de monde qui a voté, le président Trump a perdu le pouvoir. Et les républicains comme moi, c'est mon de droite qui n'a aucun problème pour exercer le pouvoir. Jean là l'intérêt personnel au lieu de l'intérêt pays. Donc, ce n'est pas Haïti seulement le problème. Ça. Maintenant, Pierre-Antoine Louis. Les États-Unis ont gros frappe. Surtout si 5 scénarios qui décrivent pour violence qui a gagné aux États-Unis. Et si vous permettez, on a temps, je vais 5 scénarios rapidement. Je vais citer, je ne vais pas analyser. On allait rapide. Pour les scénarios. 5 scénarios, c'est une attaque coordonnée contre les centres de vote. Par des gens, notamment par des partisans du président Trump. Deuxièmement, c'est attaque qui n'est pas coordonnée côté des individus qui sont radicalisés, qui pour Trump, je suspecte que Trump a perdu. Et puis, autant de gens, ça compte fait en Haïti, il y a le boulil et gens, ça fait déjà en passant. Il y a 2 semaines, ça fait dans une État. Et troisièmement, donc, on attaque qui a fait contre des leaders politiques. Par exemple, Jean, c'est un complot que le FBI a déjoué avec la police dans le Michigan pour kidnapper, enlever le gouverneur de Michigan et pour juger lui et puis pour exécuter. Peut-être les politique pour fermer l'État de Michigan et mettre les gens en isolement jusqu'à ce que jusqu'à ce que vous jubilez et coronavirus là. 4e scénario, c'est attaque terroriste qui est orienté vers des endroits à travers le pays, selon une théorie de conspiration que on groupe que les QAnon, Q et puis ANON et a colporté à travers le pays. Et 5e scénario, c'est que il y a des individus qui, bon, soit un candidat au perdu, ou bien on pense un candidat au perdu, et puis ils ont commencé à piller magasins, faire des bagages qui passent ça, ou bien si on apprend que c'est soit Biden gagne, ou bien Trump gagne, à la manière de monde qui a profité de manifestations côté la police a exécuté mon noir sommairement, sans aucune forme de procès. Et puis, il y a des gens qui ont profité pour faire pillage. Ouais. Des gens qui appellent parce que il y a du camp de protestateurs. Et puis, il y a fait, ou bien des provocateurs de droite qui n'ont pas alimenté ça. Donc, ça, c'est le 5e scénario. Maintenant, scénario ça, est-ce que c'est service d'intelligence qui vient avec eux, FBI qui vient avec eux? Qui est-ce qui mettait sous tapis? Et le département de la sécurité intérieure, Homeland Security Department en anglais, gagne pour responsabilité pour lui analyser les menaces intérieures aux États-Unis. Et maintenant, les menaces extérieures, je ne vais pas dévoiler aucun secret, c'est un bagage qui est sur Internet. Menaces extérieures, c'est CIA qui gère ça. Et puis, contre-terrorisme interne, c'est le FBI, le Bureau fédéral des investigations, Federal Bureau of Investigation. Donc, le département de la sécurité intérieure fait analyse et il joint que la menace qui est difficile, qui est plus probable aux États-Unis, ce sont des groupes, notamment de droite, qui ont des velléités pour causer des troubles à travers le pays et menacer, ils sont très vigilants face à la menace. Et d'ailleurs, ça a montré déjà, côté que et pendant le week-end, un bus qui a transporté des officiels de la campagne de Biden-Harris, que ont presque forcé pour quitter l'autoroute là, nous sommes capables de voir l'image dans CNN. Et puis, à New York, on peut créer le pont Mario Cuomo, qui c'est Feu, le père de l'actuel gouverneur de New York. Andrew Cuomo. Andrew Cuomo.
Ils ont bloqué le pont, son pont qui est très, très, très stratégique et très voyagé. Ils ont bloqué le pont des partisans de Trump avec des bannières, des images, des photos et dans des grosses camionnettes menaçantes du genre Ford Raptor qui a essayé de causer des troubles. Et même ici, à Bogoté de temps en temps, où on sort de caravanes, de monde, avec des camionnettes très imposantes, qui a essayé d'intimider les gens. Donc, ces menaces, ça, on a pensé tout qui est probable. Donc, et puis aussi, si Trump a gagné, et des gens qui soi-disant orientation de gauche, mais aussi des provocateurs qui ont fait des pillages, ce qui fait qu'on concerne aux États-Unis, comme ça peut-être en Haïti, côté, des magasins, des entreprises qui utilisent plywood pour contrecarrer espérément toute velléité que tu as gagné violence. C'est son bagage extraordinaire. Même Maison Blanche, et pour prendre disposition par le tout, selon ça, on apprend. Oui, situation Maison Blanche, son bagage ne sont pas fait depuis le service secret Cabal Protection. Tu descendre dans bon cœur avec lui, qui est au-dessous de la Maison Blanche. Leurs protestataires ont essayé et rentrer, peut-être bien ils ont un comportement qui est menaçant autour de la grille. Une grille autour du Palais National là, excusez-moi, de Maison Blanche, qui quand au Palais National là, Port-au-Prince, et Bois Avenue de la République. Une grille. Et dans la route de la République. Et dans la Maison Blanche, il y a ça à tout. Donc, pendant les événements forts, de protestations, manifestations depuis après la mort de George Floyd, un dispositif qui mettait autour de la Maison Blanche, donc Trump mettait le Jodia, et d'ailleurs, c'est un autre bagage qui fait mon très estomaqué aux États-Unis actuellement, que le président va utiliser la pelouse de la Maison Blanche pour réunir un paquet de monde, une situation qui va causer des problèmes au niveau sanitaire, parce qu'en pile, dans le monde, ça ne pas mettre masque. Quand on président qui a envoyé image ça encore aux États-Unis, dans une période de troisième vague de la pandémie, côté des États-Unis battent des records, bon jour dans la semaine là, qui sont passés, il y a 100 000 personnes qui sont malades dans la journée. Donc, son bagage est extraordinaire que M. va utiliser la Maison-Blanche à des fins politiques, ce que la loi ne permet pas. Mais ça, pour nous comprendre, c'est que, heureusement, probablement, dans l'ensemble, pas de monde qui parle pour les caoutchoucs, et puis, bagarre l'a passé, je vais répéter encore, que M. Trump voulait, que M. Trump pas voulait, s'il perd l'élection, il a quitté le pouvoir. C'est ce pour ça que je fin à l'émission matin. Pierre-Antoine Louis, merci pour la disponibilité. On a rappelé Pita, on va avec nous encore pour une grande émission ça, qui va le faire, qui va le consacrer à l'élection américaine sous Télémétropole. Ce sera autour de 9h. Dans cette fourchette, vous serez avec nous, avec Wendell et Serge Clamp pour cette émission. Merci d'avoir accepté ce matin de nous parler. Merci beaucoup et je serai au rendez-vous. Et tout le monde Haïti, moi en solidarité avec nous, Kembe Femme, Kembe là, et faire un faisceau au niveau de la population pour nous reprendre contrôle, toute communauté, côté où on a fait des ordres, mais pas mettre la vie nous en danger. Mais avec nous, tout comme avec nous, je vais en Haïti très prochainement, moi-même nous tous. Voilà, ancien diplomate américain d'origine haïtienne, avocat Pierre-Antoine Louis qui est avec nous ce matin pour un peu d'histoire sur les élections américaines, mais aussi pour essayer de comprendre comment se présente cette journée électorale. Plus tard sur Métropole, émission spéciale sur les élections. Bien sûr, toute la journée, vous serez informés du déroulement de ces élections aux États-Unis. Merci d'avoir été avec nous. Excellente journée, bonne semaine. Mon nom est Luc Niagaro et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.